On se propose de voir aujourd'hui comment et pourquoi réaliser une simulation avec un modèle poutre et non en élasticité volumique. Nous verrons tout d'abord pourquoi faire une telle étude plutôt qu'une simulation en élasticité standard. Ensuite, nous verrons comment nous y prendre, puis analyserons les conclusions que l'on peut retirer, qui sont de deux ordres. Soit il s'agit de la vérification d'une poutre, soit c'est du dimensionnement. Tout ceci sera traité au travers d'un exemple. Pourquoi cela ? On atteint vite les limites du calcul à la main des poutres RDM, surtout si l'étude proposée est hyperstatique. Quels sont les avantages par rapport à une simulation RDM plus standard en élasticité ? La simulation poutre est rapide. Les indications sont globales et du coup sont meilleures. Cela évite les phénomènes de localisation liés au maillage des simulations 3D. Inconvénient, les indications sont globales et donc donneront des résultats moins précis s'il y a des variations de géométrie dans les poutres. En conclusion, il est intéressant en cas de dimensionnement préliminaire d'utiliser une méthode RDM poutre. Une vérification pourra être faite ultérieurement lors de la conception détaillée avec une simulation standard 3D en élasticité. Voyons maintenant comment nous y prendre. On se propose d'étudier un exemple, une poutre encastrée aux deux extrémités soumise à deux forces, F1 et F2. L'acier sera un acier standard S355. Alors, il faut créer d'abord un modèle poutre dans SolidWorks. C'est donc une construction mécano-soudée qui va s'appuyer sur une esquisse. Il est nécessaire de créer une esquisse à 3 segments puisque chaque extrémité de segment sera porteuse d'un nœud du modèle RDM. On crée la poutre avec le profil que l'on souhaite et on l'associe au segment. Il faut ensuite définir les conditions de l'étude, les conditions de bord. On déclare les nœuds immobilisés correspondant à une liaison encastrement. On applique les efforts imposés aux deux nœuds. Attention au mode de définition des directions d'effort. Je suggère de choisir la face inférieure comme référence et d'appliquer un effort perpendiculaire à celle-ci. On n'oublie pas, bien sûr, de vérifier la définition du matériau. On peut désormais lancer la simulation. Un certain nombre de résultats sont générés automatiquement. Diagramme de contrainte, déplacement ou déformation. Comment obtenir les résultats typiques des poutres et les exploiter ? On peut ajouter des diagrammes d'efforts tranchants et de moments de flexion. Il faudra être attentif au choix des axes proposés. Suivant le type d'étude que l'on recherche, si c'est de la vérification, le diagramme des contraintes va nous indiquer si on a atteint la limite élastique ou bien le coefficient de sécurité. On peut également utiliser le diagramme des moments fléchissants pour récupérer la valeur du moment de flexion maximum en vue de la recherche d'une poutre ayant un moment quadratique suffisant. On notera que la quantité IGZ sur Y, appelée parfois module de flexion, apparaît souvent dans les tableaux des fournisseurs de profilés. Dans l'exemple traité, imaginons que l'on souhaite mettre un profilé IPN et que le coefficient de sécurité soit de 2. On obtient une valeur finalement de 8,8 cm3 pour ce module de flexion IGZ sur Y. Il suffira alors de comparer au tableau d'un fournisseur de profilés pour voir que dans notre cas, un IPN 80 suffit. Que retenir ? On peut toujours modéliser au brouillon avant de se lancer tête baissée dans SolidWorks. Il faut ensuite bien définir l'objectif de l'étude. Est-ce de la vérification ou du dimensionnement ? De manière à retirer de cette étude le paramètre adéquat. S'il s'agit de vérification, le diagramme des contraintes peut suffire. Si l'on veut faire du dimensionnement, il faut obtenir le diagramme des moments fléchissants. On détermine le module de flexion,
Finalement, il nous suffit de trouver dans un catalogue constructeur un profilé avec une valeur de IGZ sur Y supérieure à ce module de flexion. Merci pour votre attention.